Oui. D'ailleurs, j'ai reçu le livre de Madame Kaczynski. Oui, décidément, elle l'a envoyé à tout le monde. Parce qu'effectivement, j'avais exprimé au Sénat une position sur les mères porteuses. Je pense qu'il est important de rappeler ce débat parce que, si vous voulez, la question des mères porteuses traite quelque part de l'ensemble des sujets relatifs à la bioéthique. Il a trait à l'anonymat, il a trait à la gratuité, etc. De quoi s'agit-il ? Et si le législateur était amené à légaliser les mères porteuses. Tiens, rappelez-nous le contexte légal en France. Donc, à l'étranger, aux États-Unis, par exemple, on peut louer un ventre. À l'étranger, en Angleterre et dans d'autres pays. Chez nous, non. Chez nous, c'est interdit. Mais certaines vont de l'autre côté de la frontière. Certains vont de l'autre côté des frontières et des enfants naissent en territoire étranger. Ils ont la nationalité américaine, anglaise, etc. Et lorsqu'ils veulent venir faire transférer la nationalité sur le livret de famille de leurs parents, de leurs 10 parents, le consul leur oppose le droit français en leur disant ce n'est pas possible. Enfin, c'est un peu plus complexe que cela parce que certains consuls passent outre et aujourd'hui on estime que depuis 2000 sur 700 enfants qui sont nés par mère porteuse à l'étranger, le tribunal de Nantes estime qu'il y a environ 20 cas qui posent problème. Donc, premièrement, au nom de quel principe? Est-ce que c'est au nom d'un principe de réalité? C'est à Nantes que se trouve le fichier des Français nés à l'étranger. Absolument. Voilà. Donc, au nom de quel principe va-t-on modifier la loi? Est-ce que c'est au nom d'un principe de réalité? Est-ce que finalement, pour répondre à un désir individuel et de très peu de cas, il faut modifier collectivement notre législation? Ce qui est contraire au principe même de la loi. Normalement, elle n'a pas à être modifiée pour des cas particuliers. Oui. Deuxièmement, si on fait une loi, on nous dit qu'on va l'encadrer. On va établir une loi en disant on permettra les mères porteuses dans tel ou tel cadre. Il faudra par exemple que j'ai eu un enfant pour pouvoir être mère porteuse, il faudra que je sois mariée, etc. Bon, on va l'encadrer. Bon. Ça veut dire que tous les enfants qui seront nés par mère porteuse et qui ne sont pas dans ce cadre-là ne seront pas des enfants qui auront eu une bonne indication thérapeutique. Et donc, celles et ceux qui nous opposent des raisons juridiques vont se trouver, lorsqu'ils seront nés hors cadre législatif français, ils vont se trouver avec les mêmes problèmes juridiques. Mais surtout, deuxièmement, si on légalise les mères porteuses, à quoi s'engage-t-on? Qu'est-ce qu'on abandonne collectivement? Parce que finalement, toute la question des lois de bioéthique, c'est de dire, si je légalise ou si je m'avance dans telle ou telle pratique, qu'est-ce que je suis décidé à abandonner collectivement? Alors pour les mères porteuses, c'est très simple. En France, on a un principe qui est mater semper certa est. C'est la femme qui accouche qui est mère. Il n'est pas récent ce principe. Il n'est pas récent. Donc, soit je dis, je garde ce principe juridique, soit je dis j'abandonne ce principe juridique et je fais de la maternité une présomption de maternité. Et quel progrès! Soit je dis je garde ce principe et en gardant ce principe, j'aboutis à quoi? En légalisant les mères porteuses, à légaliser un abandon d'enfants. Donc, est-ce que la société est prête à légaliser un abandon d'enfants? Deuxièmement, s'il y a législation sur les mères porteuses, il y a une relation par convention entre le couple commanditaire et la mère porteuse, qui est une convention contractuelle. C'est-à-dire, je fais rentrer le droit des contrats privés dans le droit de la filiation. On est un peu dans la technique là pour nos auditeurs, mais la marchandisation du corps alors qu'on a un principe d'indisponibilité du corps. Ouais. Et alors, qu'est-ce que je fais de la gratuité du don? Au niveau du prélèvement d'organes, au niveau du sang, c'est gratuit, mais on indemnise le préjudice. Voilà, ou le préjudice. C'est gratuit. Mais qu'est-ce que je fais pour les autres dons?
D'autre part, je dis aujourd'hui qu'il y a anonymat en ce qui concerne les dons de gamètes, mais le principe d'anonymat Alors va les gamètes, tomber. pareil, je rattrape une partie de nos auditeurs. Les gamètes, effectivement, ce sont toutes les. Enfin, comment dire, comment définir les gamètes? Ben oui, c'est aussi bien les ovules que les spermatozoïdes, Absolument. voilà, qui permettent à ceux qui ont des problèmes de fertilité d'avoir des enfants. Absolument. Donc Voilà. actuellement, il y a Le principe, c'est la gratuité, voilà. principe d'anonymat, mais si j'accepte les mères porteuses, si je légalise les mères porteuses, je m'engage à quoi? Je m'engage à lever l'anonymat, puisque mon corps, et troisièmement, je fais du corps de la femme, une femme médicament. Bon. Donc en fait, ces trois questions, il faut les poser. Est-ce que la société, collectivement, est prête à ça? Donc Derville, est-ce qu'on a besoin de faire une tournée lorsqu'on a des relais d'opinion aussi forts sur ce genre de sujet? Je ne sais pas si vous êtes en face sur tout, mais enfin, on retrouve chez Marie-Thérèse Amange, qui je rappelle est sénateur, un certain nombre de valeurs que vous-même vous défendez. Donc, oui, je crois que sur le sujet des mères porteuses, en tout cas, il y a énormément d'élus qui désormais ont cette position, qui simplement aussi est une position de bon sens. Et nous avons salué... Et qui n'est pas encore une fois réparti droite-gauche comme on pourrait le penser. Oui. Mais le Conseil d'État récemment a pris une option justement qu'il est consulté normalement avant toute loi de cette importance, et il a effectivement indiqué qu'on ne saurait programmer un abandon d'enfant sans porter préjudice à l'enfant. Et il s'appuie en cela sur au fond le bon sens et la science la plus contemporaine qui montre que les interactions entre la mère et l'enfant qu'elle porte sont extrêmement importantes, et que programmer cette rupture, c'est une atteinte aux droits de l'enfant et de la femme. Sauf qu'il y en a qui l'ont décidé, qui ont considéré que c'était acceptable dans d'autres pays. Oui. Donc, justement, c'est là que je voulais en venir. Le Conseil d'État a indiqué que, et pour nous c'est une source de grand espoir par rapport à ces enjeux bioéthiques, le Conseil d'État a indiqué que la France ne saurait se caler sur ce qu'il a appelé le moins-disant éthique. Donc effectivement, il y a ce qu'on appelle dans le jargon de la bioéthique le tourisme procréatif, des personnes qui vont trouver ailleurs, là où des transgressions sont autorisées, de quoi... Alors vous parlez de transgression, néanmoins, dans ces pays-là, qui sont pour un certain nombre d'entre eux quand même relativement civilisés, il y a dû y avoir aussi un débat, des experts, des sages qui se sont dit c'est acceptable ou non. Là je me tourne à nouveau vers Marie-Thérèse Amange. Évidemment, Pierre-Olivier Arduin, vous intervenez quand vous voulez. Hein. Écoutez, il y a eu un débat. Moi, ce qui m'a frappé quand nous avons été avec le groupe de travail du Sénat en Angleterre pour travailler sur la question de la gestation pour autrui, notre premier rendez-vous a été avec le ministère de la Santé, et j'ai été frappée que pendant 2 heures, les représentants du ministère de la Santé nous ont expliqué qu'ils avaient légiféré dans les années 88 pour établir le coût à évaluer entre les mères porteuses et le couple commanditaire. Ça m'a beaucoup frappé. Et la deuxième chose qui m'a frappé, c'est que nous avons eu un rendez-vous avec les instances de justice qui ont aussi affaire à ces questions, et ils nous ont dit très très clairement que si nous légiférions, finalement, nous n'arriverons jamais à épuiser la question, parce que chaque cas finalement posait problème. Et qu'est-ce qui se passe avec la GPA? Vous n'avez pas besoin de légiférer puisque la loi existe et l'interdit, par défaut. Il n'y a pas de loi qui l'interdit expressément. Mais si jamais nous étions amenés à légiférer, à l'autoriser, si jamais demain, soit dans le cadre du projet de loi bioéthique, soit dans le cadre d'une proposition de loi, avec une initiative sénatoriale ou une initiative de mes collègues députés, il pourrait avoir une proposition de loi. À ce moment-là, qu'est-ce que nous serions, nous, appelés à décider? Parce qu'aujourd'hui, en matière de bioéthique, la conjonction entre le possible techniquement et le possible législatif qui se fait ailleurs, soit on fait l'addition du possible technique et du possible législatif, mais alors on peut très bien... Tout est possible à ce moment-là. Tout est possible, et se caler sur le moins-disant éthique. La question pour le législateur et pour le citoyen, qu'est-ce qu'il veut préserver quelque part de la dignité de l'homme, ou est-ce qu'il dit je nomme des principes, mais à chaque principe je fais une exception? Est-ce que c'est en fait dans certains pays, et même chez nous à certains moments, est-ce que c'est la science et la recherche qui mène la danse, ou qui a mené la danse un temps, et
que l'éthique se réinvite dans le débat, par exemple, comme aujourd'hui avec ces états généraux. Parce que finalement, si on fait des états généraux, si on fait un petit peu d'histoire, il y a eu des états généraux parce qu'il y avait un problème il y a 300 ans de cela, un peu moins. Donc là, si on fait des états généraux, c'est qu'il y a un problème aussi.